Salut tout le monde, salut à toutes et à tous. Bienvenue de nouveau sur la chaîne Twitch de Touchdown Actu, TD Actu, je crois que c'est exactement la chaîne Twitch. Vous en avez l'habitude, ça y est, hein, on est dans le Super Bowl de nouveau. On a commencé, on a fait la saison des deux équipes hier avec Raphaël Masmejean. Et puis aujourd'hui, on va parler de nouveau des deux équipes et on va un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet. On va faire le face-à-face, poste par poste. Alors déjà, bon, avant de vous expliquer exactement ce que c'est, je vous présente parce que on a déjà dans le chat des gens qui demandent mais qui es-tu, Tristan Henry? Alors je vous présente, voilà, c'est Tristan Henry qui va m'accompagner aujourd'hui. Salut Tristan. Salut Lucas, salut à tous. Tristan Henry, rédacteur pour le site depuis 1 an et demi maintenant. Je suis arrivé en cours de route l'année dernière, donc les premiers podcasts pour moi. Première fois, ouais. Ouais, Twitch. Bon, mais je sais jamais comment on doit appeler ça un Twitch, un podcast. Bon, première apparition. Sur Twitch. Voilà, un podcast sur Twitch. Parce que vous pouvez retrouver ce Twitch sur les podcasts. Hein. Camille est toujours là, derrière tout ça. Si vous nous voyez bien et comme il faut, c'est grâce à Camille. Hein, voilà. Et donc, on va parler de la... Salut Camille. On va parler de la saison. La saison, c'était hier, oui. On va parler du poste par poste. Alors, avant ça, il faut absolument que je vous dise que si vous êtes à Lyon et que vous cherchez un endroit pour vivre le Super Bowl, parce que le Super Bowl, on le rappelle, c'est dans 10 jours, hein, maintenant, c'est le 3. Donc, on est le 3, c'est le 13. Ben, si vous cherchez un endroit à Lyon, ça sera au Hard Rock Café à Lyon que ça va se passer. Sachez-le, hein, il y a une soirée en partenariat avec Brooklyn Fizz. Vous le voyez, le partenaire, il est quelque part par là. Je ne sais pas exactement où l'a mis Camille, mais il est dans un coin, Brooklyn Fizz. C'est une épicerie américaine qui propose tout ce qu'il faut pour manger, pour boire, et aussi des casquettes, des maillots, plein d'autres produits dérivés de la NFL, de la NBA, de la Major League Baseball, de la NHL, un peu de tout. Voilà, vous les retrouvez tout ça sur brooklynfizz.fr ou alors vous retrouvez ça rue Schildebert, c'est à Lyon. Alors j'espère que je prononce bien. Les Lyonnais, vous m'excuserez, vous savez certainement où c'est rue Schildebert, voilà, à Lyon. En tout cas, voilà. Brooklyn Fizz qui sera donc le partenaire de la soirée Super Bowl du Hard Rock Café à Lyon. Et si vous êtes lyonnais et que vous avez envie de passer cette soirée-là, ben vous savez où aller. En attendant, donc je le disais, hein, puisque c'est dans 10 jours, on est le 3, ça sera dimanche 13 exactement. On va commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et cette fois, on va présenter les deux équipes poste par poste. Traditionnellement, pour ceux qui nous suivent, c'est un article qu'on fait avant le Super Bowl sur le site Touchdown Actu. On prend les quarterbacks, on les oppose, on prend les lignes offensives, on les oppose, on fait ça sur toute l'équipe. On a décidé cette année de le faire sur Twitch. Pourquoi pas? On va tenter, on va essayer avec Tristan de bien faire. Et puis, on va voir un peu ce qu'il en ressort. Tristan, t'es prêt ou pas? Ouais, allez, c'est parti. Bon, bah écoute, si tu es prêt, on peut commencer directement. On va commencer forcément par l'attaque. Hein. Et puis, ceux qui n'ont pas vraiment compris le concept, parce que je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, vont le comprendre au fur et à mesure. Mais on va commencer donc par l'attaque. Ça va, je pense que voilà. Ça se comprend. Je pense que ça se comprend, ouais. On va commencer par l'attaque. Donc, du coup, avec, vous voyez là, à droite et à gauche, les Bengals et les Rams. Encore une fois, ça me permet de passer le bonjour à Ben qui nous a fourni ces visuels qui sont toujours aussi clairs. Et voilà, on va prendre ces quatre secteurs de jeu. On va commencer par les quarterbacks. On va essayer de les opposer. Alors, on a décidé de ne pas faire quarterback face à défense aérienne, mais plutôt quarterback contre quarterback, même si on sait qu'ils seront pas face à face, mais on va essayer de les opposer. D'un côté, il y a Joe Burrow, donc, et de l'autre, Matthew Stafford. Je vais vous donner juste les stats, et puis après, Tristan, je vais te laisser commencer, notamment sur Joe Burrow. On va commencer par les Bengals. Mais Joe Burrow, déjà, c'est 4611 yards en saison régulière, bien entendu. 34 touchdowns, 14 interceptions. Il y a 70% de passes complétées. Et Matthew Stafford, de l'autre côté, c'est des stats meilleurs, et on va en parler. 4886 yards, 41 touchdowns, 17 interceptions. Voilà, vous avez les statistiques. Maintenant, on va en rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Déjà, Joe Burrow, toi, Tristan, qu'est-ce que tu en as pensé cette saison? Moi, ce qui me marque le plus avec Joe Burrow, et je pense que c'est ce qui impressionne le plus en général, et c'est surtout dans les playoffs qu'on l'a noté, c'est le calme, en fait. C'est que ce type est en deuxième année. La première année a été tronquée par une horrible blessure au genou. Il est sous pression constante. Bon, on en parlera après, hein, je ne vais pas déflorer le sujet sur la ligne offensive. Il est sous pression constante, il vit ses premiers playoffs. Il va jouer à Arrowhead, on connaît le bruit qu'il y a à Arrowhead, etc. Et on a l'impression que ça glisse, en fait. On a l'impression que ça glisse, et il reste hyper calme, et il prend les bons choix. Et j'ai l'impression de voir un type qui a 7-8 ans de carrière, quoi. Donc c'est complètement hallucinant, ça. Oui, c'est vrai, parce que tu le rappelles, donc l'année dernière, il fait une saison, il fait que 10 matchs, je crois. Il se blesse au genou, il revient, et c'est sa deuxième saison, voire sa première saison et demie, entre guillemets. Et voilà. Je suis d'accord avec toi sur son calme. Et il y a quelque chose aussi qui me surprend avec lui et que j'aime bien. Et alors, ça peut te plaire ou ne pas plaire, mais les Américains parlent de swag. Mais Joe Burrow, on a l'impression que c'est quelqu'un qui vraiment a décidé d'imposer son style, que ce soit
de jeu forcément, mais aussi son style autour du terrain, dans ses confs de presse, dans sa manière de communiquer. Et je trouve ça très rafraîchissant. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça aussi. Alors, on sort un petit peu du terrain, certes, mais ça fait partie de ces choses-là qui donnent la confiance à une équipe, qui donnent la confiance à des joueurs qui sont autour de lui. Je trouve que c'est très important tout de même. Je crois que j'avais lu un article qui disait que les Bengals avaient le plus gros bandwagon. Donc, vous savez, les bandwagons sont les nouveaux fans qui se raccolent à une équipe, etc. Donc, les Bengals sont en train de créer une véritable hype aux États-Unis. Je pense que c'est en grande partie lié à Joe Burrow. C'est difficile de ne pas l'aimer, Burrow, parce que il porte l'équipe, il est super impressionnant, et c'est vrai qu'il a ce style en dehors du terrain qui donne un petit peu d'attrait à une franchise qui n'est pas forcément la franchise la plus populaire aux États-Unis de base, quoi. Et de l'autre côté, il y a un joueur qu'on connaît beaucoup plus, qui est là depuis beaucoup plus longtemps dans la ligue, Matthew Stafford. Alors, j'ai donné ses statistiques. J'ai pas donné les âges, mais Joe Burrow, c'est 25 ans. Matthew Stafford, c'est 33 ans. Matthew Stafford, il a été premier choix de la draft en 2009, donc ça fait plus de 10 ans qu'il est dans la ligue. On le connaît beaucoup plus, et pourtant, je ne dirais pas qu'on a l'impression de le découvrir cette année parce qu'on le connaît, mais il est dans cette année pour la première fois de sa carrière dans une équipe qui peut gagner le titre. Et ça, pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu as vu de ce Stafford toute la saison et qu'est-ce que tu imagines de voir comme Stafford à ce Super Bowl? Et ben, c'est justement le point qui est peut-être surprenant, c'est que je viens de souligner le calme de Burrow, 25 ans, comme tu le dis. Et bon, Stafford a été très bon cette saison. Il est très très bon en playoff. Il a des stats incroyables en playoff. Il a 72% de complétion, de passes complétées, etc. Donc il est génial. Mais moi, je l'ai trouvé nerveux, en fait, Stafford, à l'inverse. Je l'ai trouvé plus nerveux. Et justement, tu me demandes qu'est-ce que j'attends au Super Bowl. Et ben, ma grande question, c'est qu'est-ce que va faire Matthew Stafford? Il est à la recherche de ce qu'il n'a jamais eu avec les Rams. Il a ce qu'il n'a jamais eu avec les Lions. Les Rams ont tout sacrifié pour l'avoir sur plusieurs saisons. Ils ont hypothéqué leur futur pour ce match. Il a su se rattraper contre les 49ers après un début de match compliqué. Mais il ne faut pas oublier que quand même, si Tart rattrape l'interception qu'il lance dans le dernier quart-temps, les Rams sont quasiment dehors. Donc, voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que Stafford est un excellent quarterback et une plus-value énorme par rapport à Jared Goff. Il l'a montré toute l'année. Mais pour moi, avant le Super Bowl, c'est le point d'interrogation côté Rams. C'est est-ce qu'il va gérer toute la pression qu'il a, parce qu'il a beaucoup plus de pression dans ce match que Joe Burrow. Et moi, pour l'instant, je les sentais à certains instants plus fébriles, même si dans les stats, ça ne se ressent pas forcément. Alors, il y a Spifounet qui demande drafter combien Stafford. Si je ne me trompe pas, il est premier choix de la draft en 2009. Donc, voilà, premier choix. Et ça me permet de vous dire, n'hésitez pas à poser vos questions, à donner vos avis. Vous avez là les 4 catégories qu'on va aborder sur l'attaque. Donc, n'hésitez pas à donner pour vous, qui a l'avantage. Tu parlais de la pression Stafford. Alors, moi, pour le coup, tu vois, je ne suis pas forcément d'accord avec toi dans le sens où je l'ai trouvé, au contraire, en mission un petit peu Stafford, parce que par exemple on aura l'occasion d'en parler, mais sa ligne offensive est certes meilleure que celle des Rams, que celle des Bengals, mais je l'ai trouvé un petit peu abandonné en début de match face aux 49ers, et pourtant je l'ai trouvé toujours aussi calme, capable de trouver des solutions. Bon, on a une analyse un petit peu différente, mais en tout cas je le trouve en mission. Tu le disais, à Détroit, il n'a jamais été en position de gagner. Il fait 3 matchs de play-off à Détroit depuis le début de sa carrière, 3 défaites. Là, il est déjà à 3 matchs, 3 victoires avec les Rams sur sa première année. Voilà, donc il va jouer son 4e match. On va voir ce que ça donne. C'est le moment déjà de donner pour toi déjà qui a l'avantage, même si on l'a déjà un peu expliqué, mais qui explicitement pour toi a l'avantage entre Joe Burrow donc d'un côté et Matthew Stafford. Alors, juste un petit aparté, tu dis en mission, et c'est d'autant plus vrai qu'il était effectivement premier choix. Je lisais un article, il était aussi premier prospect au lycée et premier prospect à l'université. Donc, c'est le mec qui a été premier toute sa vie, qui s'est retrouvé aux Lions, donc qui avait quasiment aucune chance de gagner, sans être. Enfin, c'est pas pour taper sur les Lions, mais il s'est trouvé que là où il était, il avait quasiment aucune chance de gagner, et qui maintenant, comme tu dis, est en mission pour accomplir son destin d'un certain côté, de type qui est quand même fantastiquement doué. Je crois qu'il a 43 drives gagnants depuis son arrivée en NFL. Donc voilà. Oui, bon, tout ça pour dire côté que clutch, ouais, son côté clutch. Mais je mettrais quand même l'avantage à Burrow. Je l'ai un peu expliqué. Son calme m'impressionne, et dans un match comme le Super Bowl, je pense que c'est la maîtrise des nerfs qui est vraiment vitale pour les quarterbacks. Je trouve qu'en finale AFC, par exemple, Mahomes a un peu failli sur ce plan-là, et c'est ça qui a aussi fait la différence. Oui, et du coup, alors on va pas se mentir, on s'est aussi concerté avant pour éviter de toute incohérence, et pour le coup, on était d'accord sur ça aussi. Moi, je donne l'avantage à Burrow aussi, comme toi, et pour une chose dont on n'a pas encore vraiment parlé, c'est que Stafford
On sait exactement ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il fait très bien, ce qui parfois fait un tout petit peu moins bien. On a eu l'occasion de le dire avec Raphaël, notamment dans le podcast. L'expérience Stafford, on la connaît. Elle est très haute, parfois elle peut être un petit peu plus basse. Celle de Burrow, paradoxalement, vu que ça fait peu de temps qu'on le connaît, on a l'impression qu'elle est mieux chaque match. Et je m'explique. Burrow, par exemple, cette saison, on l'a souvent dit, ça a été l'un des joueurs qui lançait le plus d'interceptions. Il a été à 14, et je me le suis noté, 14 interceptions en 12 matchs. Ce qui est énorme. À ce moment-là, il est le premier de la ligue. Sauf que sur les matchs restants, et donc du coup les 5 matchs restants, pour arriver à 17, alors même s'il il joue pas le dernier, il ne lance plus aucune interception. Et ça prouve que c'est un quarterback qui est capable de progresser. On parle aussi de sa gestion de la poche, comme tu le disais, ou sa gestion des sacs. On se rappelle, face aux Titans, il en prend 9, ce qui est une statistique incroyable. Il y en a quand même beaucoup qui sont pour sa ligne offensive, mais aussi certains qui sont pour lui. Il gardait beaucoup la balle, il évitait de la lâcher, il prenait un sac en plus. Parfois, il reculait avant de prendre le sac, ce qui est encore pire. Et là, on l'a vu face aux Chiefs, meilleur dans ce secteur de jeu-là. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, Burrow, il est en constante évolution. On n'a pas vu le produit fini Burrow, et heureusement pour lui, puisqu'il n'en est qu'à sa 2e saison, on l'a dit. Et du coup, ça ne me surprendrait pas qu'on le voit encore meilleur au Super Bowl que ce qu'il a été la semaine dernière et la semaine d'avant. Et du coup, c'est vrai que rien que pour ça, je mets les quarterbacks. En tout cas, je mets Joe Burrow du côté des quarterbacks. On va passer du coup aux lignes offensives. Je m'attendais à ce que tu me dises que j'avais totalement tort ou que j'avais raison. Non, je suis plutôt d'accord. Bon, d'accord. Ouais. Ça va. N'hésitez pas sur le chat à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Mais tu disais, oui, Tristan. Ouais, la gestion de la poche contre les Chiefs, il se fait 2-3 miracles pour éviter les sacs. Ah oui, clairement, à l'inverse du match précédent. C'est pour ça qu'en effet, c'est pour moi quelque chose qui peut encore améliorer. Bon, on va passer à la ligne offensive, puisque les quarterbacks qui sont aussi beaucoup dépendants de la ligne offensive, tu en as parlé un petit peu. Pareil, on va commencer par les Bengals. Alors à chaque fois, je vais vous donner des petites stats, et puis on le sait, les statistiques, vous en faites ce que vous voulez, mais ça permet de déclencher un débat. La ligne offensive des Bengals cette saison, c'était tout simplement la pire en termes de sacs encaissés de la ligue, 55 sacs encaissés. Burrow les a pas tous encaissés parce qu'il y a un match, je l'ai dit, qui n'a pas joué. Je crois qu'il en a encaissé 51. Les 4 autres sont sur la semaine 18. Ils sont 3e sur la saison régulière, l'une des pires. Et ensuite, il y a 12 sacs encaissés. Ouais, 12 sacs encaissés en play-off, donc sur 3 matchs. À l'inverse, les Rams, c'est 31 sacs encaissés. C'est mieux. C'est mieux, ils sont 8e. Alors, ça dépend comment on les prend. Les Bengals, ils sont 30e, du coup, dans ce sens-là. Les Rams sont 8e, si on prend la meilleure étant la ligne qui encaisse le moins de sacs. Et c'est que 5 sacs encaissés en play-off. Donc, à la lumière de ces stats-là, qu'est-ce que tu pourrais dire déjà de la ligne offensive des Bengals, qui est quand même inquiétante, on va pas se mentir. Le truc, c'est qu'à gauche, ça va encore, du côté des Bengals, ça passe encore, mais côté droit et à l'intérieur, c'est très, très compliqué. Et le problème, c'est que, on n'a pas raisonné l'émission en match-up, mais quand tu parles de l'intérieur de la ligne offensive, tu as quand même un numéro 99, Aaron Donald des Rams, qui est, je pense, la raison pour laquelle les Rams sont favoris dans des bookmakers pour le match. C'est que, à droite de la ligne des Bengals, c'est friable. Et voilà. Mais après, comme tu le dis, il y a une amélioration en playoff. Et prenons le positif du côté des Bengals, il y a un quasi miracle en finale de l'AFC, où contre Chris Jones et Frank Clark, qui sont quand même pas des peintres, tu te retrouves avec un seul sac pour les Chiefs. Et là, tu te dis, pourquoi pas, je veux dire, des équipes qui font des runs incroyables et qui, voilà. Mais reste que c'est quand même très poreux et ça fait peur avant le match de dimanche. On était tous à se dire, franchement, si les Bengals passent face au pass rush des Rams, Burrow a intérêt à courir. Oui, parce que, comme tu le disais, alors il y a eu un miracle face aux Chiefs, même si on le disait, le miracle vient plus de Burrow qui s'échappe des sacs alors qu'ils sont quasiment tout faits, que de la ligne offensive qui résiste. Mais encore une fois, là, il passe un niveau au-dessus en affrontant le pass rush des Rams qui va être encore plus féroce que celui des Chiefs. Et oui, cette ligne offensive, elle est très inquiétante. Déjà, il n'y a aucun des joueurs sur cette ligne-là qui a joué les 17 matchs de la saison. Et quand les remplaçants rentrent, c'est aussi très compliqué. Tu parlais de la droite de cette ligne, le centre, Trey Hopkins. C'est vrai que à la limite, comme tu le disais, à gauche, ça va. Jonah Williams qui joue sa première saison complète, Quinton Spain qui joue garde gauche, ça va. Mais c'est vrai que en dehors de ça, et encore, on parle de joueurs, ce ne sont pas les meilleurs à leur poste. On dit, voilà. T'as aucun propos
dans la ligne des Bengals, aucun. Voilà, pour une équipe qui va au Super Bowl. Alors, on sait qu'il y a peu de place pour les Pro Bowl et il y a des très bons joueurs partout dans cette ligue. Mais en tout cas, il n'y a aucun Pro Bowl et en plus, il n'y a aucun joueur qui est prêt de faire le Pro Bowl. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est inquiétant. De l'autre côté, il y a la ligne des Rams. La ligne des Rams, alors elle est un peu moins inquiétante. On l'a dit, il y a Andrew Whitworth qui fait quand même globalement une bonne saison. Alors il n'est pas dans sa meilleure saison, mais il a 40 ans, il fait une bonne saison au poste de tackle gauche. Mais j'ai trouvé, pour moi, que cette ligne, elle était inconstante, notamment pour le jeu au sol, parce que on parle quasiment que de la protection de passe, mais il y a aussi le jeu au sol dans cette ligne offensive quand on doit évaluer une ligne offensive. Et le jeu au sol, je l'ai trouvé assez inconstant dans la saison, on va en parler après, mais notamment de cette ligne offensive, parce que parfois, elle permettait aux running back d'être bons, parfois, elle les laissait un petit peu en galère, entre guillemets, si je peux me permettre. Et c'est pareil pour Matthew Stafford, elle l'a quand même relativement bien protégé, mais il y a des moments, et je reviens à ce que je disais sur cette première mi-temps face aux 49ers la semaine dernière, il y a des moments où je trouve qu'elle l'abandonne un petit peu. Alors Stafford, dans un style différent de Burrow, est capable de s'en sortir, mais il ne faudrait pas que ça arrive au Super Bowl. Oui, je suis un peu d'accord. Elle est aléatoire, la ligne des Rams. C'est pas forcément celle qui viendra en tête quand on pensera à la meilleure ligne de la ligue. Mais comme on est en duel face à une autre qui est une certitude de désastre, entre guillemets, c'est sûr que ça l'a fait briller d'un jour meilleur. Mine de rien, j'ai noté, ils prennent que 2 sacs contre les 49ers et 2 sacs contre les Bucks. Je suis d'accord, ok, ils sont faibles en première mi-temps contre les 49ers, mais ce sont les 49ers, quoi. Je veux dire, c'est un pass rush qui est monstrueux. Encore une fois, on va parler du pass rush des Bengals plus tard, mais voilà, tu as Nick Bosa, tu as des joueurs tellement énormes aux 49ers que ça aurait été compliqué d'imaginer autrement. Ils venaient quand même d'aplatir Aaron Rodgers et les Packers, donc qu'ils aient eu du mal contre les 49ers, pour moi, c'est pas forcément à prendre contre eux sur le run. C'est vrai que les Rams ont beaucoup de mal à développer leur jeu sur le run. Alors, c'est vrai que si Sean McVay, il a un jeu de course qui est assez particulier, qui utilise beaucoup des zones extérieures. Ça passe ou ça passe pas. Pour moi, ça me paraît quand même... T'as certaines bases qui sont quand même plus solides que celles des Bengals, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Alors après, et on nous le fait remarquer dans le chat notamment, Bertrand Tapas qui nous dit la offensive line des Bengals a été plutôt solide sur le jeu de course, le jeu au sol. Et c'est vrai, puisqu'on s'est quasiment exclusivement concentré sur le jeu de passe pour les Bengals. C'est vrai, il faut le reconnaître que le jeu au sol a été mieux, et encore une fois, on va en parler, mais la ligne offensive a été un petit peu meilleure pour développer le jeu au sol du côté des Bengals. Maintenant, je te rejoins, et on était assez d'accord, et ça s'est fait assez rapidement, pour se dire que l'avantage sur ce duel-là, entre guillemets, il vient du côté des Rams, parce que certes, il y a quelques bonnes choses du côté des Bengals, il y a quelques mauvaises du côté des Rams, tout n'est pas parfait, mais ça reste quand même extrêmement inquiétant pour Joe Burrow. Il s'en sort pour l'instant, mais est-ce que le match de dimanche prochain sera peut-être pas le match de trop? On ne sait pas. Mais si on doit faire confiance à une ligne offensive, et si on est obligé de faire confiance, on ferait plutôt confiance à celle des Rams. D'autant que, comme tu disais, à gauche, tu as Whitworth qui est quand même une valeur sûre, même s'il n'est peut-être pas, ses meilleures années sont sans doute passées. À droite, il y a une très bonne surprise du côté des Rams, c'est que Havenstein est un des Rams les mieux notés sur la finale de la NFC. Donc il fait un super match, notamment en protection de course aussi. Donc voilà, tu as quand même plusieurs motifs d'espoir côté Rams. Et pour les Bengals, c'était plutôt avec un match réussi en protection, tu te dis plutôt, est-ce que c'est une exception qui va confirmer une règle ensuite? Évidemment, s'il confirme contre les Rams, on pourra dire qu'elle était meilleure que ce qu'on pensait, mais avant le match, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, en effet. Du coup, ça fait l'avantage pour la ligne offensive des Rams. Vous le voyez autour de nous. On va passer au jeu de course. Le jeu de course, encore une fois, on va parler... je vais vous donner quelques statistiques. Les Bengals en saison régulière, c'est 102,5 yards par match. Ils sont 23e de la ligue, donc ce qui fait un jeu de course plus que moyen, on va dire. Et en playoff, c'est 88 yards en playoff par match, donc c'est encore moins. Du côté des Rams, je vous la donne aussi, c'est 99 yards par match. Eux, ils ont été plutôt stables parce que c'est 94 en playoff. Voilà, ils ont été stables, mais ça reste des statistiques un petit peu basses pour ce que c'est. On va changer, on va parler d'abord des Rams. Pour moi,
et j'ai eu l'occasion de le dire, donc je vais te laisser t'exprimer d'abord, mais je l'ai dit hier notamment quand on parlait des mauvaises surprises du côté de cette équipe-là, et je vous encourage, si vous ne l'avez pas écouté, à peut-être écouter le podcast sur les 2 saisons des 2 équipes. Mais le jeu de course, pour moi, du côté des Rams, c'est un petit peu la mauvaise surprise, c'est un petit peu la déception. 99 yards, c'est moins de 100 yards, c'est pas habituel de Sean McVay. Depuis qu'il est arrivé, il a fait qu'une saison à moins de 100 yards. On se rappelle, ils sont allés au Super Bowl quasiment grâce à ça et Todd Gurley. C'est quelque chose qu'on attend de Sean McVay, et là on l'a pas eu. Je sais pas si tu as eu la même impression que moi, mais j'ai été très déçu du jeu au sol des Rams cette saison. Bah, effectivement, c'est une des grandes forces de McVay historique. Voilà, il a un peu révolutionné. Il avait ses méthodes de course qui ont fait des ravages à son entrée dans la ligue. On se dit que voilà, s'il y a 2 ans, ils sont 3 ans, pardon, ils sont au Super Bowl, c'est notamment grâce au jeu de course. Et c'est pas avec ce jeu de course-là qu'il serait allé au Super Bowl, donc ça c'est une évidence. Cam Akers n'est pas forcément convaincant, honnêtement. Je sais pas ce que tu en penses. On en parlait, on a rigolé un petit peu avant, mais c'est vrai qu'en plus il a des fumbles notamment qui parfois peuvent être ravageurs entre guillemets, qui peuvent faire beaucoup de mal à l'équipe. Alors pour l'instant, on l'avait vu notamment face aux Buccaneers, ça n'a pas eu d'impact sur le score, mais c'est le genre d'erreurs qui peuvent se payer cash dans les grands matchs. Bah, surtout quand t'as pas quand derrière les erreurs, tu fais pas des grands matchs où on n'a pas l'impression que tu trouves des espaces à chaque fois. C'est-à-dire que avant lui, le quarterback, le running back star des Rams, on avait eu Todd Gurley qui piétinait la ligue. Bah, la différence est criante, et c'est vrai que les Rams là-dessus. Alors là où je mettrais juste un bémol sur les playoffs, c'est que notamment contre les Buccaneers, ils sont quand même largement devant. Et donc, les Buccaneers savent très bien qu'ils vont courir. Donc, c'est sûr que ça va limiter un peu ton efficacité dans le jeu de course. Mais oui, grosso modo, ils ne sont pas à leur niveau habituel. Mais je t'avoue que pour moi, ce n'est pas sur le jeu de course que ça va se jouer. Donc, j'ai pas de. Les 2 équipes sont un peu semblables. Je ne vois pas le jeu de course des Rams faire une grosse différence dans le match. Je pense que ça va vraiment se jouer sur ce que va faire Stafford. Ouais, bah du coup, je suis désolé, on est quand même obligé d'en parler. Hein. Je veux bien que tu dises que c'est pas sur ça que ça va se jouer, et tu fais bien. Mais je veux pas escamoter ton programme. Oui, mais j'ai pas le choix. En plus, c'est écrit. Hein. Là, il y en a qui nous taperaient dessus parce qu'il y a écrit jeu de course, on est obligé d'en parler. Mais je suis assez d'accord avec toi. Tu parlais de la saison où ils vont au Super Bowl. J'ai regardé la saison où ils vont au Super Bowl, c'est 139 yards par match en saison régulière. C'est autre chose. Voilà. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. De l'autre côté, il y a les Bengals. Alors là, pareil, c'est pas un jeu de course, comme je l'ai dit, 23e de la ligue. C'est pas un jeu de course qui explose tout le monde. Loin de là. Forcément, cette attaque, elle est tournée vers la passe. Mais peut-être que le meilleur coureur, il est de leur côté, très certainement, même si Sonny Michel fait une bonne saison, enfin, fait une saison, il a des bons flashs, mais Joe Mixon, c'est quand même peut-être le meilleur coureur qu'on va avoir sur ce match. 1200 yards cette année, 13 touchdowns. C'est pour moi le meilleur joueur à la course dans ces 2 équipes. Ouais, pour moi, il y a pas photo non plus là-dessus. Alors les stats sont assez semblables, hein, à moins que je dise des erreurs. Pour moi, il y a 3,7 yards grosso modo, et pour Akers et pour Mixon. Mais je dois avouer que là, on est dans de l'impression visuelle, et l'impression visuelle que laisse Mixon est largement supérieure. On sent qu'à chaque fois qu'il finit une course, il n'y avait pas un demi-yard qui restait à récupérer. Il y a énormément d'engagement sur les courses qui est extrêmement usant pour la défense. Il y a une endurance de dingue parce qu'il prend je sais pas combien, une grande majorité de snaps, et il y va toujours avec le même entrain. Encore une fois, la ligne offensive n'est pas la même aussi, donc même si tu soulignais, celle des Rams n'a pas forcément été aussi forte que d'habitude en jeu de course, elle reste un peu plus puissante que celle des Bengals. Donc je suis complètement d'accord que Mixon me paraît être le meilleur coureur de ce Super Bowl. Et alors, un petit bémol quand même, tu parlais de Sonny Michel, il sait ce que c'est que gagner un Super Bowl, quoi. Donc dans un match comme ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il sait ce que c'est, ouais, en effet. Et en plus, petite info coulisse, j'étais en train de préparer un article sur les 7 victoires de Tom Brady au Super Bowl. Et en effet, j'ai revu ce touchdown de Sonny Michel face aux Rams, justement. C'était face à son équipe. Le seul touchdown qui avait été inscrit dans cette finale, vous vous en rappelez, c'était donc en 2018.
Et donc, en effet, il a l'expérience comparé à... Alors, il y a pas mal de joueurs qui ont l'expérience d'un Super Bowl joué. Il n'y en a pas beaucoup qui ont l'expérience d'un Super Bowl gagné. Donc, Sonny Michel là. Après, c'est vrai que ce qui peut être à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que d'un côté, on est plus sur un comité de coureurs ou en tout cas un groupe avec Sonny Michel, Cam Akers. Et de l'autre, on a quand même Joe Mixon qui est la responsabilité numéro 1 sur la course. Certes, il y a Perrine, mais qui est utilisé plutôt comme un gadget entre guillemets, et on l'a vu la semaine dernière, voilà. Plutôt comme quelque chose. Ouais, tu es toujours là, il n'y a pas de souci. Mais tu es toujours là. Mais du coup, voilà, c'était moi ce que je voulais noter aussi, c'est que d'un côté, il y a quand même un fer de lance, et de l'autre, il y a plus un groupe ou un duo, ce qui peut être bien, parce que quand il y en a un des deux qui est un peu moins bien, l'autre peut prendre le relais. Mais d'un côté, on peut pas aussi essayer de s'appuyer sur un joueur dont on est sûr, comme Joe Mixon, on peut l'avoir du côté des Bengals. Ouais, je suis d'accord. Je dois t'avouer que dans un grand match comme le Super Bowl, je préfère avoir un excellent qu'un comité, mais c'est vraiment personnel. Je trouve qu'il y a une détermination chez Mixon que je ne retrouve pas dans les deux coureurs des Rams. Voilà. Donc, dans un match où ils vont vraiment tous laisser leur trip sur le terrain, je mettrai une petite pièce sur Mixon. Allez, et ben donc avantage aux Bengals du côté du jeu de course. Ça fait pour l'instant 2 avantages à 1 entre guillemets. Je regarde sur le chat, alors on me dit 2019 avec un petit astérix. Je suppose qu'on parle du Super Bowl gagné par les Patriots face aux Rams. Alors c'est toujours le problème avec la NFL, c'est que soit on parle de la saison, soit on parle de la date. Je crois que c'est la saison 2018, c'est en effet février 2019. Comme là, on parle de la saison 2021, mais le Super Bowl va se jouer en février 2022. Donc, bon, c'est toujours le problème. On a l'habitude quand même de parler en saison. C'est un peu plus facile. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, c'était bien la saison 2018, puisque en 2019, ce sont les Chiefs qui gagnent, et en 2020, les Buccaneers l'année dernière. Voilà, et donc, on aura le champion 2021 dans 10 jours. On va passer au jeu aérien. Et j'essaye de ne pas faire bouger mon ordinateur. On va passer au jeu aérien, parce que là, pour le coup, il y a des choses à dire, et tu disais que le match ne se jouera peut-être pas du côté du jeu de course. Il devrait potentiellement se jouer quand même sur le jeu aérien. Je ne veux pas spoiler et je ne veux pas jouer Madame Irma, mais quand même. Le jeu aérien, c'est quand même la force des deux équipes. Encore une fois, je vous donne les statistiques rapidement. Du côté des Bengals, c'est 259 yards par match. Sont les 7e de la ligue en saison régulière, bien entendu. 36 touchdowns marqués à la passe par Joe Burrow. Du côté des Rams, c'est 273, c'est encore mieux. Et eux, ils sont 5e sur la saison régulière avec 41 touchdowns lancés. Ce sont les 2e juste derrière les Bucks. Du coup, là, je te laisse le choix. Tu as envie de partir sur quoi? Les Bengals, les Rams, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Allez, je vais partir sur les Rams. Ça va changer un petit peu le rythme. Déjà, il y a un nom qui ressort. C'est Cooper Kupp. Forcément. Mon gars sûr. On ne serait pas dans la ligue des quarterbacks, ce serait probablement le MVP de la saison. Il est phénoménal, il est parfait sur ses tracés, il fait du yard après contact à foison. Voilà, ça va être vraiment un enfer pour la secondary des Bengals de le garder. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Je crois qu'il a plus de 2 milliards sur la saison. Donc voilà, c'est une saison historique pour un receveur en NFL. C'est un joueur extraordinaire. Mais voilà, une fois dit ça, pour moi, le nom qui est très important dans ce match, c'est celui d'Odell Beckham Jr. Parce qu'avoir un très bon receveur, ça peut encore se contrôler. Si on se débrouille bien, c'est pas toujours évident. Mais quand il y en a un deuxième de la classe de Beckham qui se réveille, c'est là que ça se complique vraiment. Et Beckham, il n'a pas été très convaincant en saison régulière, mais depuis le début des playoffs, il est vraiment présent. Et c'est ça qui, pour moi, donne une escouade assez dingue. Qui donne une escouade assez dingue aux Rams. Et je pense que si Beckham refait une performance comme il l'a fait contre les Niners, ça va être compliqué pour les Bengals. Oui, parce qu'on connaît, tu le disais, l'importance d'un numéro 2, et on va en parler notamment avec les Bengals parce que c'est un petit peu le même schéma. Mais c'est vrai que d'un côté, il y a Cooper Kupp, tu le disais, plus de 2 milliards la saison depuis la ligne de scrimmage, 1947 à la réception, plus de 140 réceptions, 16 touchdowns, donc la triple couronne, la fameuse. Il
il a une saison régulière incroyable, il a une saison, il a des playoffs incroyables aussi. Il marque 2 touchdowns face aux 49ers. C'est lui qui est vraiment la soupape de sécurité de Matthew Stafford. On l'a vu aussi en fin de match face aux Buccaneers. C'est lui qui attrape ce ballon. Et en plus, il a cette aura autour de son équipe. Matthew Stafford en parlait. C'est l'une des meilleures cibles qu'il ait eues. C'est l'un des meilleurs coéquipiers qu'il ait eu aussi, puisqu'il disait la passe, la réception qu'il fait juste avant ce field goal de la gagne des Rams contre les Buccaneers. C'est une course, en tout cas, c'est un tracé qu'il fait normalement pour attirer des joueurs. Il ne le fait pas pour avoir ce ballon, ce qu'ils avaient appelé for the love of the game, donc pour l'amour du jeu, simplement pour attirer des joueurs. Et puis en fait, il l'a fait tellement bien, et puis le jeu fait que ça tombe sur lui, et il est toujours présent, et c'est ça qui est incroyable, même dans les troisièmes tentatives très importantes dimanche dernier. Donc voilà, sur Cooper Kupp, c'est vrai que je me devais d'en rajouter une couche parce qu'il a été tellement fort et il m'a tellement impressionné toute la saison que j'étais obligé d'en rajouter une couche. Et en effet, ça va être la menace numéro 1. Mais là où je te rejoins, c'est que Odell Beckham Jr., il est de mieux en mieux. Il dépasse les 100 yards la semaine dernière. Et quand un joueur est muselé ou essaye d'être muselé, souvent avec 2 joueurs autour de lui, comme ça a été le cas pour Cooper Kupp, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui explose. On imaginait au début de la saison que ça serait Robert Woods. Il a été blessé malheureusement. Les Rams sont allés chercher Odell Beckham. Pour l'instant, c'est un très bon choix. Et tu l'as dit, pour l'instant, il fait tout bien dans ses playoffs. Maintenant, il va falloir qu'il le fasse de nouveau. De l'autre côté, on a exactement pour moi le même schéma. On a un receveur numéro 1 incroyable du côté des Bengals avec Ja'Marr Chase. C'est pareil, sa saison rookie, saison incroyable. Il a fait des matchs à plus de 200 yards parfois. La semaine dernière, il réceptionne un touchdown. Il a deux coéquipiers sur lui de temps en temps. Il arrive à quand même avoir un impact. Et puis, il y a T. Higgins, surtout T. Higgins, et notamment la semaine dernière, qui est je ne sais pas ce que tu en penses, mais qui est le Odell Beckham, qui est le receveur numéro 2. Et ce duel-là, T. Higgins, Odell Beckham, c'est pour moi la clé du match. Alors moi, j'ai déjà donné une clé du match à Stafford, donc je ne peux pas en donner 5, sinon c'est trop facile. Ouais, c'est vrai, sinon c'est Fort Boyard. Je te suis que je te suis, c'est quand même une grosse clé du match parce que tu peux imaginer, pour revenir du coup, pour partir sur les Bengals, Ja'Marr Chase, tu peux imaginer que les Rams qui lui mettent un joueur qui s'appelle Jalen Ramsey dessus ou 2 joueurs dont Jalen Ramsey dessus, tu peux imaginer qu'il pourrait arriver à baisser sa production. Les Chiefs, ils sont en partie arrivés quand même dans la finale AFC. Parce qu'il se rappelait de ce qui s'était passé la première fois. Oui. Mais après, il y a Higgins, quoi. Donc c'est un peu qui va utiliser le mieux cette deuxième arme. Mais je t'avoue que entre Higgins et Beckham, au meilleur niveau, je prends quand même Beckham. Donc, et comme Beckham est vraiment sur la pente ascendante, moi j'avais noté Beckham, c'est 300 yards, je crois, sur 8 matchs en saison régulière. Et c'est 230 en 3 matchs de playoff. Donc, la courbe, elle est là, elle est puissante. Et je ne suis pas sûr que... Dont 113, je crois. Il me semble qu'il dépasse les 100 yards allègrement en finale de conférence. Donc, en effet, ouais. C'est quand même un type qui serait premier receveur de bon nombre d'équipes, quoi. Donc là-dessus, c'est pour ça que j'étais parti. Mais même si c'est vrai qu'Higgins a été plutôt impressionnant contre les Chiefs, j'ai pas noté ses stats Higgins contre les Chiefs. Si il fait, ouais, il fait 103 yards. Mais je suis en train de te convaincre. Je suis en train de te convaincre. Ouais, t'es en train de me convaincre. En tout cas, c'est sûr que ça va être super important. Mais tu vois, tu parles de la clé sur le deuxième receveur. Je pense que la gestion du premier receveur va être hyper importante. On en parlera tout à l'heure sur la secondaire. Je vois Cooper Kupp plus s'exprimer que Ja'Marr Chase, malheureusement. Mais on en parlera plus tard. Alors, du coup, je vais te laisser d'abord dire pour toi qui a l'avantage entre le jeu aérien des Bengals et le jeu aérien des Rams. Et puis après, vous allez comprendre pourquoi. Dis-moi pour toi, donc du coup, qui a l'avantage ? Rams. Rams parce qu'on n'a même pas encore parlé des Titans. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des Titans, et c'est là où il y avait un petit débat entre nous, on va pas se mentir. En fait, tu m'avais dit avantage Rams, et puis je t'ai donné raison, et puis après j'ai commencé à réfléchir, et puis je me suis un petit peu plongé, et je me suis dit, au final,
difficile de donner un avantage à l'un ou à l'autre parce que tu l'as dit, il y a 2 receveurs numéro 1. Alors certes, Cooper Kupp est meilleur statistiquement notamment que Ja'Marr Chase, mais les deux font une très belle saison, font une saison de superstar. Ouais. Et puis il y a, alors du côté des Rams, il y a Odell Beckham Jr., Robert Woods s'est blessé, mais il y a Vance Jefferson, pardon, Vance Joseph, c'est une autre personne, Vance Jefferson qui fait quand même relativement une bonne saison. Alors je me suis noté, il a plus de 800 yards, ou il a 800 yards, 6 touchdowns. Il y a Tyler Higbee, tu parlais des tight ends. Il y a quand même un groupe assez homogène, mais du côté des Bengals, je trouve que le groupe est extrêmement homogène derrière Ja'Marr Chase. On a parlé de T. Higgins qui dépasse les milliards dans la saison. On sait à quel point c'est difficile d'avoir 2 joueurs qui dépassent les milliards. Il y a Tyler Boyd, qui lui aussi a plus de 800 yards. Il y a Uzoma, qui est aussi un tight end qui peut faire du bien. Mixon, on en a parlé, qui est plutôt sur le jeu au sol, mais qui peut filer des coups de main à la passe. Et surtout Perrine, parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est un petit peu un gadget qu'il faut inclure dans le jeu de passe, parce qu'on se rappelle le premier touchdown la semaine dernière face aux Chiefs, c'est quand même une passe écran pour Perrine, pour un running back. Ça aussi, c'est important. Et pour tout ça, j'ai trouvé quand même que le corps de receveur, tight end, receveur des Bengals se défendait quand même bien, et j'aurais envie de mettre une égalité. Moi, l'égalité me va, d'autant que sur les Titans, il y a quand même une grande interrogation du côté des Rams, c'est est-ce que Higbee va jouer ou pas. Il y a quelques semaines, si on avait dit que la présence de Higbee ferait une grosse différence, on n'aurait pas forcément cru, parce qu'il a eu des hauts et des bas, mais il a été très impressionnant quand même contre les 49ers au début du match et dans les playoffs. Donc la présence de Higbee va aussi jouer pour les Rams. Oui, en effet, les deux. Et voilà. Et là, vous voyez le jeu aérien des deux côtés avec le vert. Camille qui est capable de s'adapter à tout moment. On l'appelle le Bill Belichick de la technique. Hein, parce que, pour pas vous mentir, juste avant qu'on prenne l'antenne, je lui ai dit, Camille, il y a un changement de programme, il y a des chances qu'il y ait une égalité. Il m'a dit, je ne sais pas si je suis capable de le faire. Voilà, il s'adapte. Et vous le voyez, du coup, pas de perdant, 2 gagnants, on va dire. Mais voilà, ça représente une égalité du côté du jeu aérien pour nous, et n'hésitez pas à nous dire dans le chat, hein, parce que je vois beaucoup de gens qui nous parlent, oui, en effet, il y a Boyd, en effet, il y a Higbee. Il y a beaucoup de joueurs, on le sait que ça va se jouer là. N'hésitez pas à nous dire pour vous qui a l'avantage dans ce duel à distance. Et en attendant, on va passer à la défense, parce qu'il y a 2 côtés du terrain. Comme je vous l'ai dit, on prend les quarterbacks face à face, les défenses face à face, même si c'est un petit peu trompeur, mais on va passer à la défense. Le premier thème qu'on a sur la défense, c'est la ligne défensive. Et puis là, je vais donner un nom et puis je vais te laisser partir, parce que forcément, on ne va pas attendre trop longtemps avant d'en parler. Aaron Donald. Tu sais, moi, j'ai le grand malheur et le bonheur de supporter les Seahawks depuis des années. Donc le nom d'Aaron Donald me donne des frissons, quoi. Voilà, et j'ai 99 problèmes et tu connais la suite. Non, ce joueur est complètement monstrueux. En gros, voilà, il faut partir du principe que lors de ce match, les joueurs des Bengals auront un joueur de moins en ligne offensive, parce que 70% du temps, ils vont mettre 2 joueurs sur Donald. Donc voilà, ça ouvre des portes. Et s'ils ne le font pas, Joe Burrow va se faire saquer par l'intérieur. Et ça va complètement perturber son jeu. Il va perturber le jeu à tous les niveaux des Bengals. Il va perturber le jeu de course. Il va bloquer les angles de vision de Burrow. Il va pousser son centre dans son menton juste après le snap. Voilà. Il va perturber tout ce qui va se passer. C'est un monstre. Et du coup, derrière Donald, il y a d'autres personnes qui vont se faire un plaisir de s'engouffrer dans les brèches qu'il aura créées. Oui, parce que, alors du coup, pareil, je vais vous donner des statistiques du côté défensif. Même si, on le sait, les statistiques, notamment de Stack, ne sont pas la panacée de la ligne défensive. Mais ce qu'on a décidé de faire avec Tristan, c'est que, en parlant de ligne défensive, on va parler de pass rush dans son ensemble, forcément, notamment du côté des Rams. Vous le savez, il y a toujours ces systèmes défensifs qui font que, notamment, un Von Miller et un Leonard Floyd sont considérés comme des linebackers extérieurs. Mais pour que ce soit un petit peu plus clair, c'est bizarre de dire ça, mais que ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde, on les met dans la ligne défensive, parce que pour nous, c'est le pass rush en entier. Dans d'autres systèmes, il serait defensive end, notamment, il serait sur la ligne défensive. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est bien là qu'on inclut Von Miller et Leonard Floyd, notamment. Et comme tu le disais, les statistiques du côté des Rams, c'est 50 sacs en saison régulière, donc 3e, derrière Minnesota, je crois, et Pittsburgh.
et 5 sacs en playoff. Voilà, il y a des joueurs qui sont incroyables. Donald, tu l'as dit, c'est 12,5 sacs. Leonard Floyd, c'est 9,5. Miller, qui est arrivé en cours de saison, on le rappelle, et on est déjà à 5. Et puis, surtout, il monte en puissance à l'image d'un Odell Beckham Jr. Donc, c'est difficile de passer à côté de sa ligne défensive. Et comme tu l'as dit, Aaron Donald, pour moi, c'est le joueur qui peut faire changer le cours d'un match. Et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est un peu facile de le dire maintenant, mais ce serait pas surprenant. Ça me surprendrait pas, en tout cas, qu'il soit MVP du match. Il a à côté quelqu'un qui connaît bien ce genre de match, puisque Von Miller, si je ne me trompe pas, a été MVP lors de la victoire des Broncos face aux Panthers. A raison. Et a raison, et il peut faire ce genre de match-là, c'est-à-dire une ligne offensive qui est compliquée, qui arrive difficilement à le gérer. Aaron Donald qui fait du Aaron Donald, c'est-à-dire qui est, comme tu l'as dit, dans la poche H24 au bout d'une seconde. Un Joe Burrow, s'il n'arrive pas à s'en sortir, il va avoir beaucoup de mal face à Aaron Donald. Ça peut être quelqu'un qui, si Matthew Stafford ne s'enflamme pas de l'autre côté, ça peut être un MVP. Je dis ça peut-être parce que j'en ai envie tellement on a envie que ce joueur-là soit récompensé. Et c'est pas faire injure aux Bengals parce qu'on a aussi envie qu'un Burrow soit récompensé. Mais Aaron Donald est là tellement là depuis si longtemps, si fort depuis si longtemps, avec notamment des saisons où il mériterait presque un titre de MVP de la saison régulière, que peut-être qu'un titre de MVP du Super Bowl, ça pourrait être pas mal. Bon, on est dans le foot fiction, mais en tout cas, et je serais curieux de voir notamment les pronostics, en tout cas les cotes pour mettre Aaron Donald MVP. De l'autre côté, il y a un petit peu moins de noms ronflants du côté des Bengals. Pareil, je vous donne les statistiques, 42 sacs cette saison, en saison régulière, ce qui n'est pas très loin des Bengals, hein, ils sont 12e. 8 sacs en playoff, ce sont la troisième meilleure équipe qui sac en playoff. Et puis, il y a des joueurs qui sortent du lot, Trey Hendrickson, Sam Hubbard, qui fait un très beau match face aux Chiefs. Là, il y a peut-être moins de stars, mais il y a un groupe vraiment homogène avec un niveau plancher qui est quand même relativement haut. Je suis d'accord. D'un certain côté, quand tu commences le poste par poste, Bengals, Rams, quasiment le truc le plus facile, c'est la ligne défensive, parce que bon, comme tu as Donald, comme tu as Von Miller, comme tu as Leonard Floyd, tu dis, bon, c'est bingo, c'est gagné pour les Rams. Sauf que je trouve que les Rams auraient tort de sous-estimer la defensive line des Bengals, qui je trouve, est hyper impressionnante. Moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est leur endurance, en fait. Hubbard et Hendrickson sont des types qui prennent, je crois qu'ils prennent 80%, voire 90% des snaps contre les Chiefs. Et pour ceux qui ont vu le match, en deuxième partie de match, les Bengals, ils jouent avec énormément de personnes en couverture, donc ils font des rushs à 3 ou à 4, où Mahomes se retrouve avec la balle pendant 7-8 secondes avec tout le monde qui lui court derrière. Donc, ce sont des schémas qui sont extrêmement épuisants pour les defensive ends, parce qu'ils doivent courir dans tous les sens, se relever dès qu'ils sont poussés, etc. Hubbard, en plus, souvent, il était mis en spy de Mahomes, donc il restait 10 yards derrière la ligne et il fonçait comme un damné pour saquer Mahomes au moment où il s'y attendait le moins, sur des blitz delayed, voilà. Des blitz un petit peu à contre-temps, ouais. À contre-temps, voilà. Et moi, ça m'a vraiment impressionné, cette capacité à continuer à enchaîner les snaps. On voyait Hendrickson qui était complètement essoufflé, mais qui reprenait et qui gagnait, qui continuait à gagner ses match-ups. Tu as quand même 14 sacs cette saison pour Hendrickson, 7,5 pour Hubbard. Ce sont des joueurs qui sont super impressionnants. Et à l'intérieur, attention, parce qu'on a parlé de la menace intérieure de Donald, évidemment, mais BJ Hill, quand même, il te fait une action hyper importante contre les Chiefs quand il type la balle et il la récupère lui-même. Et Reader est pas du tout le dernier pour arrêter les runs à l'intérieur. Donc, je pense que cette ligne défensive des Bengals, elle peut être hyper importante et vraiment, elle n'est pas sous-estimée. Il ne faut jamais oublier qu'avant d'être une star, un joueur est toujours méconnu. Il y a toujours un moment où il peut devenir star. Et si les Bengals gagnent, c'est Hendrickson, Hubbard, etc. Ils auront des offres de contrat qui seront sympas, je pense. Oui, en effet. Et puis Hendrickson, notamment, on en a parlé hier avec Raphaël. C'était un petit peu un point d'interrogation. Il arrivait de New Orleans, il avait fait une très bonne saison, mais on sait que on se pose toujours la question quand on fait une très bonne saison sur la ligne défensive de New Orleans où il y a des joueurs très bons de partout. On peut se dire que quand on arrive comme option numéro 1 défensive, ça peut être plus difficile. Et pour le coup, tu l'as dit, il a répondu présent. 14 sacs, c'est plus qu'Aaron Donald. Alors, c'est pas le même poste, hein, bien entendu. Mais voilà, ça donne une idée. Et en effet, il y a
une certaine homogénéité, une certaine profondeur, pas de banc, puisque ce sont des joueurs qui jouent, tu l'as dit, mais sur cette ligne-là, il y a que des bons joueurs quasiment, voire des très bons joueurs. Et ça va être très intéressant parce que, on l'a dit, la ligne offensive des Rams est parfois inconstante. On peut tomber sur un match où elle est très bonne, on peut tomber sur un match où elle l'est un petit peu moins. Et il risque à ce moment-là de devenir une arme fatidique. Ouais, c'est marrant ce que tu dis sur le fait que cette cohésion, ce fait que les joueurs semblent un peu interchangeables. Je trouve que c'est quelque chose, je ne sais pas ce que tu en penses, qui s'applique un peu à toute l'équipe des Bengals, où tu as une impression que, à part Burrow et Chase, évidemment, tu as un côté next man up dans cette équipe qui est assez incroyable. On a l'impression qu'ils sont tous dans une osmose complète à chaque position. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'ils en sont là, alors que personne, enfin, à part peut-être des fans énormes de Cincinnati, les avait mis là avant le début de saison. Oui, on a eu l'occasion de se ridiculiser hier en montrant nos avis sur les Bengals avant la saison. On les avait mis 29e du power ranking. Voilà. Je le redis une nouvelle fois, on n'a pas peur de le dire. En effet, à part les fans des Bengals qui y croient, et ils ont bien raison, il y avait peu de gens qui y croyaient. Ce qui rend cette saison encore plus belle. Tout de même, si on doit donner l'avantage, et puis je vais me lancer, on est assez d'accord, sur la ligne défensive, même s'il y a des bons joueurs de partout, un joueur de classe internationale, qu'on a l'habitude de dire, même si ça reste aux États-Unis, mais un joueur superstar comme Aaron Donald, ça donne quand même l'avantage aux Rams. Ouais, sans problème, il est. Et puis derrière, c'est Von Miller. Enfin, je veux dire, on a quand même fait que 2 phrases sur Von Miller tellement Donald est fort, alors que Von Miller, bon, il te fait gagner un Super Bowl quasiment lui tout seul. Donc ouais. Et Leonard Floyd est loin d'être un peintre non plus. Ouais, il y a de quoi s'inquiéter pour Joe Burrow, surtout que et ça arrive. Gaines est très bon, et Joseph Day risque de revenir. Donc c'est Ouais. dur. Yeah, en effet, il y a, comme je le disais, ouais, il y a de quoi s'inquiéter. Et puis en plus, ça tombe sur une lacune, entre guillemets, des Bengals. Ça va être sympa. On passe aux linebackers. Alors, comme je vous l'ai dit, les linebackers, on va quasiment exclusivement parler de middle linebacker, notamment du côté des Rams. Voilà, pas forcément de pass rusher, même si du côté des blitz et tout ça, voilà, il y a beaucoup de choses. On essaie de simplifier. Et pour les linebackers, on va parler notamment de run stop aussi, même si encore une fois, il n'y a pas que les linebackers qui sont là pour stopper la course. Il y a la ligne défensive, il y a même les safety, mais ça nous permet de parler de run stop en même temps. Voilà, vous comprendrez. Donc du côté du run stop, les linebackers, du côté des Bengals, c'est 102 yards, 5 encaissés par match sur la saison régulière. Ils sont 5e. Ils ont l'une des meilleures défenses contre la course. Ils l'avaient en tout cas en saison régulière. Ça a été un petit peu moins bien en playoff. 127,3 par match. Et les Rams, c'est l'inverse. Ils étaient 6e, juste derrière les Bengals, 103 yards encaissés par match au sol. Et ça a été encore mieux en playoff avec seulement 54. Alors, on sait qu'il n'y a que 3 matchs. On sait qu'il faut s'adapter à la situation. Quand on est devant, les équipes ont plus tendance à lancer qu'à courir. Mais quand même, on en a parlé un petit peu avant la prise d'antenne, le run-stop et les linebackers, si on veut englober ça, t'ont un petit peu, alors pas surpris, mais tu les pensais un petit peu moins bons que ce qu'ils montrent en playoff actuellement. Ah si, complètement. Traditionnellement, les linebackers des Rams, intérieurs, hein, évidemment, on a bien compris, sont considérés comme étant une de leurs faiblesses, même par leurs propres fans. C'est une des raisons pour laquelle San Francisco était un peu leur némésis, puisque San Francisco est une équipe qui court énormément, et quand tu as une faiblesse sur les linebackers, ça appuie sur ton point faible, évidemment. Et d'ailleurs, c'est quand même pas étonnant qu'ils gagnent contre San Francisco. San Francisco a fait 50 yards dans 20 courses. J'ai pas compilé les stats, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui cette saison aient réduit les Niners à 2,5 yards par course. Donc il y a une vraie amélioration de ce côté-là. Je crois que c'est Troy Reader qui fait un super match. Travin Howard se s'offre quand même l'interception décisive bon, elle était déviée, etc., mais il sauve l'interception décisive sur notre ami Garoppolo. Il y a eu vraiment une grosse amélioration des Rams sur ce côté-là. C'est plutôt une surprise. Et évidemment, c'est pas forcément bon signe pour les Bengals, mais après les Bengals ont du répondant. Oui, ils ont du répondant. Juste pour finir sur les Rams, c'est vrai qu'on les attendait un peu plus faibles que ce qu'ils le montrent, notamment en playoff, parce que
historiquement, c'est quand même une lacune dans cette défense des Rams. Maintenant, si on met en perspective sur cette défense, pardon, la ligne défensive est quand même incroyable. Les defensive backs sont quand même très bons, on va en parler. S'il faut trouver une lacune, elle est quand même là, sur cette ligne-là, même si tu l'as dit, et je suis totalement d'accord avec toi, ils sont surprenants, ils dépassent un petit peu les attentes, mais s'il y a une lacune, je trouve qu'elle est quand même là. Maintenant, du côté des linebackers des Bengals, il n'y a pas des noms ronflants. Les Logan Wilson, Marcus Bailey, des joueurs comme ça, Jermaine Pratt. Mais il y a, encore une fois, comme un petit peu partout, il y a une cohésion, il y a une homogénéité, il y a des joueurs qui dépassent un petit peu leur fonction, ils sont toujours capables d'élever leur niveau de jeu pour faire l'action décisive. Logan Wilson intercepte un ballon face à Tennessee, Jermaine Pratt intercepte un ballon face aux Raiders. Pareil, là, il n'y a pas de noms qui ressortent, pas forcément des noms très connus, même si Logan Wilson a quand même déjà un petit peu roulé sa bosse en NFL, mais c'est vraiment un groupe de linebackers qui a un niveau, encore une fois, homogène et très bon. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, on peut le dire, on n'était pas forcément d'accord sur les linebackers à la base. Les Bengals ont des vrais bons joueurs. Jermaine Pratt a fait une saison énorme. Et Logan Wilson mène dans les playoffs avec 30 plaquages. Bon, il a un match de plus que certains, mais bon, c'est quand même un signe. Il fallait qu'ils défendent la course, sinon ils n'avaient aucune chance contre les Chiefs. Après une première mi-temps un peu difficile, ils l'ont fait en deuxième période. Et comme tu le dis, il y a cette espèce de... En fait, c'est toujours compliqué de présenter cette équipe des Bengals parce que comme il y a peut-être 3 personnes qui les avaient mises au Super Bowl, on est toujours dans cette présentation de noms qui ne sont pas ronflants. Évidemment, s'ils avaient tous des noms ronflants sur toutes les lignes, ils auraient été favoris à toutes les étapes. Mais s'ils sont montés, c'est bien qu'il y a du talent. Et je pense qu'il y a beaucoup de talent chez Wilson et chez Pratt. Et ça risque d'être important. De toute façon, tout va jouer dans un match pareil. Mais voilà, clairement, moi, j'ai trouvé que c'était solide. Il n'y avait pas de yard gratuit pour les Chiefs contre les Bengals, notamment parce qu'ils jouaient quand même avec beaucoup de couverture derrière, donc il y avait beaucoup de zones libres devant, et les linebackers ont été assez bons aussi en couverture aérienne. Ce qui peut être important face aux slant et autres courses comme ça. Donc, moi, j'avais mis Bengals, mais je sais qu'on Ouais, alors j'allais dire, on n'était pas forcément d'accord, mais écoute, comme à l'image de tout à l'heure, tu es en train de me convaincre. Quand j'ai regardé les statistiques aussi, parce que j'ai regardé notamment les statistiques, 127 yards encaissés par match, c'était beaucoup pour les Bengals, mais ça aide pas quand on joue les Titans en playoff. Forcément, là, et Titans avec un Derrick Henry qui était revenu, on s'en rappelle, même si il fait pas son plus gros match, mais c'est aussi grâce aux Bengals. Donc du coup, du côté des linebackers, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à donner un avantage. Je vais te laisser le faire, et puis Camille sera réactif. Allez, c'est gagné. Camille a anticipé mes vœux. Ben voilà. Voilà, c'est pour ça que. Et on l'a vu dans le chat, hein, beaucoup qui disent MVP, clairement. Clairement. Bon, et puis on parlait de niveau homogène, de groupe homogène, de groupe de joueurs qui n'ont pas des noms ronflants, mais qui arrivent à sortir de très bons matchs. On va passer au defensive back. Alors DB, c'est pour defensive back, hein, pour ceux qui ne l'ont pas compris. Je suppose que tout le monde l'a compris. On recule dans la défense. Et on va parler des Bengals. Typiquement, tout ce que tu disais sur la cohésion et la cohérence d'un groupe de joueurs, pour moi, elle s'applique parfaitement aux lignes arrière des Bengals. Il y a des joueurs qui ne sont pas flashy, des Eli Apple, des Jesse Bates, Chidobe Awuzie, Von Bell. Il y a des joueurs comme ça, mais mis tous ensemble, bien coachés aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais bien coachés, ça donne un groupe très bon. Je vais donner les statistiques et puis je vais te laisser en parler, mais à la passe, en défense contre la passe, dans le jeu aérien, en saison régulière, c'est 248 yards encaissés par match par les Bengals, 26e. En playoff, c'est 243. Donc c'est quand même relativement similaire. Les Rams, de leur côté, c'est 241. C'est un tout petit peu mieux. Ils sont 22e. On est globalement sur le même genre d'équipe. C'est mieux en playoff, 220. Mais parlons des Bengals d'abord. Typiquement, groupe homogène, tu es d'accord pour dire ça? Oui, complètement. En fait, c'est assez drôle. On a l'impression de voir le film Le Stratège ou Moneyball avec Brad Pitt, tu sais, qui prend un joueur, et tout le monde dit mais pourquoi tu prends eux, et ensemble ça fait des éclairs, ça marche super bien.
À Woodsy, c'est le deuxième meilleur cornerback de la saison, il me semble. Il permet que 75 de passer rating en face. Hilton, c'est le septième meilleur cornerback en slot. Et même Eli Apple, qui était quand même un bust assez terrible, se transforme en joueur. Bon, c'est toujours pas le meilleur cornerback du monde, hein, mais en joueur qui au moins fait son boulot. Bah, moi, je pense que pour dire le niveau des Bengals, c'est qu'ils sont quand même passés en marquage individuel sur Tyreek Hill en deuxième mi-temps contre les Chiefs et ils ont pris qu'un field goal. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui savent défendre derrière. C'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Sans oublier les safeties, Von Bell, Jesse Bates, 1+2, ça a donné l'interception gagnante contre nos amis du Missouri. Avec Jesse Bates, qui est quand même une énorme. Là encore, un joueur qui monte énormément dans cette équipe. C'est toujours compliqué de savoir. En fait, le problème, c'est que ça fait 3 fois qu'on dit que les Bengals, leurs adversaires, jouent mal. Donc, que Mahomes fait des erreurs, que machin est mauvais, que Trucmuche aurait dû faire ça, mais mine de rien, ils sont au Super Bowl. Donc c'est que là-dedans, même si c'est pas forcément facile à déceler, que ce soit à l'œil ou la stat, il y a des joueurs qui font un gros boulot. Oui, exactement comme tu dis, quand il y a 3 adversaires qui déjouent face à une équipe, au bout d'un moment, c'est plus un hasard, c'est plus une coïncidence, mais c'est peut-être qu'il faut regarder du côté des joueurs qui est en place et du côté de la ligne de touche aussi, parce qu'on le sait, le coaching staff est important pour ça. Et je te rejoins, ce groupe de défenseurs me plaît relativement beaucoup, et notamment ce duo de safety, Jesse Bates, Von Bell, que je trouve complémentaire, que je trouve bon, ce qui n'était pas donné avant la saison, comme Eli Apple. Et du coup, ça donne un très bon groupe. De l'autre côté, on passe en face, on passe du côté des Rams. Là, il y a Jalen Ramsey, forcément, c'est comme Aaron Donald, on le cite avant, et moi, c'est un joueur qui m'impressionne dans sa capacité à tout faire, à sentir le jeu, il a une intelligence. Alors forcément, c'est un très bon cornerback qui défend très bien sur le receveur numéro 1 ou le receveur numéro 2 tout seul. Enfin, c'est l'un des meilleurs cornerbacks de la ligue, si ce n'est le meilleur actuellement. Mais il est aussi capable de mettre la pression sur le quarterback quand il faut. J'étais surpris parce que je l'ai vu sans aucun sac cette saison, mais je l'ai souvent vu dans la poche. En tout cas, je l'ai souvent vu blitzer et mettre la pression au quarterback. Il fait beaucoup de plaquages, des très bons plaquages. Il lit très bien le jeu. Il m'impressionne beaucoup. Et puis derrière lui, il y a aussi des très bons joueurs. Forcément, l'année dernière, notamment, on parlait de Darius Williams. C'était la doublette Ramsey-Williams. Williams a été un tout petit peu moins bon cette année, ou en tout cas pas aussi bon qu'on aurait espéré qu'il soit, mais il reste quand même un très bon cornerback, notamment cornerback numéro 2. Quel luxe d'avoir un Williams en cornerback numéro 2. Et puis on parlait des safety, Taylor Rapp, Jordan Fuller, pareil. Là aussi, c'est très bon, c'est homogène, c'est polyvalent. Il est blessé, Fuller. Fuller est blessé en effet. Ouais, il joue Weddle et Scott, ouais. Mais voilà, il y a une ligne défensive qui est polyvalente, qui est homogène et qui permet à Ryan Morris de faire un petit peu ce qu'il veut, entre guillemets, en tout cas de pouvoir de ne pas être une défaite ou de ne pas être quelque chose derrière qui l'oblige à jouer avec un certain système et de pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut. Et notamment quand on a Jalen Ramsey, on sait que c'est plus facile. Ouais, alors, tu vois, on se dispute les clés du match. Je pense qu'on en est à 45 depuis le début du podcast. Mais franchement, si tout le monde va se réveiller pour regarder le Super Bowl, c'est quand même en grande partie pour voir Ja'Marr Chase contre Jalen Ramsey, quoi. On va pas se mentir, ça va être un duel de dingue. On sait que Chase aime bien pousser, on sait que Ramsey aime bien retenir. Ça tombe bien en général. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve qu'au Super Bowl, il y a toujours un petit peu plus de tolérance sur les contacts que dans les autres matchs de la saison. Déjà en finale de conférence, on le sait que ça en a beaucoup parlé, mais notamment les Chiefs contre les Bengals, on a vu beaucoup d'arbitres qui laissaient jouer, parfois à tort, mais c'est vrai que tant que c'est cohérent, en tout cas sur un match, c'est vrai que ça peut être pas mal. Et c'est vrai qu'au Super Bowl, ils peuvent, en tout cas, les arbitres souvent se disent au Super Bowl, laissons les joueurs faire le match et n'intervenons pas trop. Maintenant, il faut trouver un bon juste milieu, mais je suis assez d'accord avec toi. Oui. Ce qui risque de donner un match-up génial entre Ramsey et Chase, qui sont tous les deux extrêmement physiques et sur qui s'avantager. Par contre, sur les lignes défensives, je pense que on va voir beaucoup de fans des Rams se plaindre de voir Donald tacler au cou sans que ce soit sifflé. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va se passer. Mais pour revenir à notre ligne arrière, tu l'as dit, moi je suis assez impressionné par les safeties parce qu'en fait ils sont rentrés comme dans la saison du coup avec le duo Fuller-Rapp.
Et ils ont sorti un peu du chapeau Eric Weddle, qui avait quand même 2 ans de retraite, et qui monte à 100% des snaps contre les, contre les 49ers et qui mène l'équipe avec 9 plaquages. C'est pas mal quand tu sors de 2 ans. Je pense pas les doigts de pied en éventail du coup. Sinon, il n'aurait pas pu faire ça. Et Nick Scott s'est aussi super bien défendu sur la finale, sachant que Rapp devrait pouvoir revenir. Donc les safety des Rams, ça va être pas mal du tout. Ramsey, on a tout dit, ça va être vraiment hyper important. Est-ce que, moi, c'est la question que je me pose, est-ce qu'ils vont prendre le risque de mettre Chase en duel one-on-one contre Ramsey, ou est-ce qu'ils vont quand même mettre 2 personnes dessus pour vraiment le contrôler? C'est quand même génial de se poser cette question-là sur un rookie. Moi, je n'ai pas pu insister tout à l'heure sur Chase, mais voilà, quoi. D'où Écoute, t'as le droit. T'as le droit. J'ai insisté sur Cooper Kupp, tu peux insister sur Ja'Marr Chase. on est quand même en train de planifier une défense de Super Bowl autour d'un receveur rookie. Voilà, c'est pas tous les jours. Et après, Darius Williams, moi, je le mettrais quand même plutôt en point faible. Ça a été quand même beaucoup moins bien pour lui cette saison. Parce que sinon, les Rams seraient trop forts. Hein. Mais bon, ça reste... Bon, voilà, en défense, la défense des Rams, c'est quand même une des meilleures de la ligue. Donc, Oui, même si on avait vu, et on le dit, on l'a vu hier notamment, ils n'ont pas des statistiques incroyables sur toute la durée d'une saison régulière, mais quand il faut être présent, ils le sont. Et juste une chose avant de terminer sur les defensive backs, et pour revenir à ça, j'ai été un tout petit peu surpris de Jalen Ramsey face aux 49ers. Alors l'équipe gagne, Aaron Donald fait l'action de la gagne, notamment les 2-3 actions de la gagne à la fin qu'il faut. Mais on se rappelle, Jalen Ramsey les a eu juste avant. Il a eu une interception au moins, et voire 2, si je me souviens bien, qui lui passent entre les mains. Alors ce sont des actions difficiles à réaliser, c'est certes, mais des actions que Jalen Ramsey avait l'habitude de faire. Et on l'a vu d'ailleurs très déçu après ces actions manquées, parce que c'est un joueur qui a bien pesé sur un match. Et c'est vrai qu'il pèse sur un match quand il coupe un receveur numéro 1, mais c'est vrai qu'on le voit moins du coup, de facto. Alors que quand il fait une interception, quand il fait le plaquage qu'il faut, on le voit, on sait que c'est un joueur qui aime bien faire peser et faire basculer les matchs. Voilà, il aurait pu le faire. J'ai été un petit peu surpris, mais c'est peut-être qu'à charge de revanche, peut-être qu'il le fera dimanche prochain. En tout cas, si on doit donner un avantage, et là aussi on était quand même relativement d'accord, même si on a dit que les Bengals avaient un niveau très homogène et très bon, l'avantage il est plutôt du côté des Rams. Oui, parce qu'avec Ramsey, tu peux espérer contrôler Chase, alors que je vois pas quel cornerback peut contrôler Kupp pour l'instant chez les Bengals. Parce que, bon, on l'a fait en face à face, mais tu as quand même toujours une logique des match-up. Juste sur ce que tu disais sur Ramsey, je crois qu'il préfère quand même s'être planté sur l'interception. Dans le dernier match de la saison régulière, il fait une interception incroyable où il joue 4 fois avec le ballon, et les Rams perdent. Et là, il l'a raté, mais il gagne. Donc, je pense qu'il préfère quand même que ce soit dans ce sens-là. Oui, à choisir, il préfère dans ce sens-là. Eh bien, on va finir du coup, pas sur la défense, sur les équipes spéciales. Il faut en parler forcément. Alors, on va être peut-être un petit peu plus bref, et on va, par la force des choses, se concentrer sur les kickers notamment, même si les équipes spéciales, ce n'est pas que les kicks, et il y a aussi plein d'autres choses. Les punts notamment, on le sait qu'ils peuvent être très importants. On se rappelle que la dernière fois que les Rams sont allés au Super Bowl, il y a eu pas mal de punts, donc avoir un bon punter, c'est quand même important. Mais restons concentrés sur les kickers. Là aussi, sans faire trop de suspense, on donne l'avantage aux Bengals. McPherson, le rookie, 12 sur 12 en playoff, 3 sur 3 à plus de 50 yards, 2 sur 2 à plus de 40 yards. Là aussi, c'est incroyable ce qu'il fait, le sang-froid de ce bonhomme qui a qualifié son équipe aussi au Super Bowl à 2 reprises, enfin, qui a fait gagner le match à 2 reprises. Pareil, c'est une très belle surprise. C'est incroyable. En fait, je pense que, tu sais, c'est un peu celui qui s'est jamais brûlé, donc il voit pas où est le problème. En fait, on a l'impression que McPherson, comme il est rookie, il se pose pas de questions, il tape ses coups de pied, tout va bien, ça rentre, c'est normal. Et du coup, voilà, 12 sur 12 en playoff, dont plusieurs à plus de 50, 2 à 52, je crois, contre les Chiefs. Il y en a 3, ouais, à plus de 50 yards dans ces playoffs. Voilà, je veux dire, encore une fois, on parle d'un rookie. Apparemment, c'est la nouvelle norme, l'expérience, on s'en fiche, place aux jeunes. Non, c'est impressionnant, et en plus, c'est impressionnant qu'on en arrive à mettre les Rams derrière, parce que les équipes spéciales des Rams sont quand même excellentes. Alors, Gay, je crois qu'il a 11 sur 13, ça reste quand même super bon. Et en plus, ils ont quand même Johnny Hacker, qui est un des meilleurs punters de la ligue. Donc, c'est dire à quel point McPherson nous bluffe.
qu'on en arrive à mettre les Bengals devant les Rams dans cet exercice. Ouais, justement, tu parlais de l'autre côté, il y a Gay, le kicker des Rams, qui a une meilleure saison régulière que McPherson, qui a 94% de réussite sur les field goals. Il a 32-34 en saison régulière. Mais c'est vrai que tu as parlé des playoffs, 11 sur 13. Alors oui, il met notamment le field goal de la gagne face aux Buccaneers. Mais il en manque deux. Il en manque un face aux Buccaneers en début de match. Il en manque un dimanche dernier, qui vaut cher. Et il en manque un dimanche dernier aussi. Alors, à chaque fois, l'équipe est passée. À chaque fois, il a su mettre ceux qui comptaient. Maintenant, attention, si on doit, puisque c'est le but de l'exercice, faire confiance à l'un des deux. Et c'est vrai que c'est surprenant, mais on a décidé tous les deux de partir sur McPherson et les Bengals. Alors, le seul truc, c'est qu'évidemment, quand tu es à 12 sur 12, est-ce qu'il gère l'échec s'il en rate un, quoi? C'est toujours la question. Dans un poste aussi psychologique que celui de kicker. Mais bon, on a envie de croire à la belle histoire, quand même. Eh bien, croyons à la belle histoire. Avantage Bengals donc pour les équipes spéciales. Donc voilà, vous le voyez. On va terminer rapidement, mais d'abord on va faire un petit bilan. Donc vous voyez la défense. Avantage donc Rams sur la ligne défensive. Du côté des linebackers, ce sera plutôt les Bengals. Du côté des defensive backs, ce sera plutôt les Rams pour nous. Et puis les kickers, les équipes spéciales qu'on a un petit peu cuté au kicker, même s'il y a beaucoup d'autres choses. Mais ça sera plutôt du côté des Bengals. Et en attaque, pour ceux qui ont loupé peut-être le début, en attaque, on a les quarterbacks du côté de Joe Burrow et des Bengals. La ligne offensive, en revanche, sera pour nous du côté des Rams, même si là aussi on a eu un débat en se disant qu'il fallait donner un avantage à quelqu'un, mais si on avait pu, peut-être qu'on n'aurait donné aucun avantage. Et puis en revanche, jeu de course et jeu aérien, paradoxalement, on les a donnés, enfin paradoxalement ou pas, mais on les a donnés aux Bengals. Voilà, ça c'était le résumé qu'on a fait. Un dernier petit mot sur quelque chose qu'on n'a pas abordé, le coaching, Tristan, rapidement. On n'a pas d'infographie sur ça, mais si tu dois donner un avantage sur le coaching, tu le donnerais à qui et pourquoi? Moi, je suis un grand fan de McVay depuis son entrée dans la ligue. C'est pourquoi, tout naturellement, je le donnerai aux Bengals. J'ai trouvé que le coaching, la capacité d'adaptation des Bengals avait été complètement dingue contre les Chiefs. Voilà, il y a rien de plus à dire. Les mecs ont réussi à retourner l'attaque des Chiefs, qui est quand même pas la dernière de la ligue, en une mi-temps, à faire perdre son latin à Patrick Mahomes. Donc voilà, c'est pour ça que je donne l'avantage aux Bengals. J'ai l'impression qu'ils arrivent à trouver des solutions partout. Et enfin, au niveau du coaching, hein, j'entends. Et voilà, c'est la capacité d'adaptation des Bengals. Et ben voilà, du coup, on finira sur un désaccord parce que pour moi, si je dois choisir, et encore une fois, dans un souci de si je dois faire confiance à un et l'autre, et ça n'enlève pas tout ce que tu as dit sur les Bengals, qui est totalement vrai, ce serait plutôt du côté de Sean McVay pour moi, même si j'étais le premier à lui taper dessus en le trouvant un petit peu trop conservateur. Mais il a l'expérience, il est déjà allé au Super Bowl. Zach Taylor, et vous l'avez vu sur les notes hier, quand on a donné avec Raph, on lui a mis 6 sur 10, entre guillemets, parce que on n'a pas une totale confiance. Écoutez, pour les Bengals, on espère qu'il va me faire avoir tort, qui va me contredire. Mais si je dois choisir, je choisis Sean McVay. Donc du coup, ça sera Zach Taylor et son coaching staff pour toi, Sean McVay et son coaching staff pour moi. Voilà, c'est comme ça qu'on finit donc ce Twitch, ce live, ce podcast, peu importe comment vous nous écoutez, vous nous regardez, vous nous entendez. Sur le face-à-face poste par poste, qu'est-ce que t'en as pensé, Tristan? Parce que quand même, on le répète, c'était ta première. J'ai apprécié le faire avec toi, en tout cas. J'espère que tu as apprécié le faire avec super. nous. Ouais, c'était super. Et je m'incline devant la sagesse du chat, MVP Camille. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais MVP Camille. En tout cas, voilà, sachez qu'il y aura beaucoup de choses à voir, à entendre, à écouter, à lire sur le site et autre chose. On parle souvent du Twitch, on parle des podcasts qui aura notamment pour faire la preview un petit peu plus détaillée et un petit peu plus de face-à-face direct, on va dire. Restez bien connectés. Juste avant de partir, je vous répète que si vous êtes à Lyon et que vous cherchez un endroit pour vivre le Super Bowl, ça sera au Hard Rock Café à Lyon que ça va se passer. N'hésitez pas à y aller. Ça sera une soirée en partenariat avec Brooklyn Fizz que vous voyez du coup là, je crois bien, en haut à gauche. J'espère que je ne me trompe pas parce que Camille, il me fait une feinte, il me met de l'autre côté. Mais en tout cas, voilà, Brooklyn Fizz, c'est une épicerie américaine qui propose tout ce qu'il faut pour manger, pour boire pendant le match. Il y a aussi des casquettes, des maillots, il y a plein d'autres produits dérivés pour toutes les grandes ligues américaines, la NFL, la NBA, la MLB, la NHL. Vous les retrouvez donc sur brooklynfizz.fr, rue Childebert, encore une fois c'est à Lyon, rue Childebert.
J'ai pas pu vérifier depuis le début, mais j'espère que c'est là. Donc voilà, ça sera Brooklyn Fizz qui sera le partenaire de cette soirée au Super Bowl, au Hard Rock Café à Lyon. Et encore une fois, je crois que je l'ai eu bon, c'est par là-bas, au-dessus de la tête de, ouais, c'est bon, c'est bon, de Tristan. Bon, nickel. Et ben voilà, messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. Tristan, j'espère qu'on te retrouvera aussi sur d'autres lives et autres. Et puis encore une fois, je répète, plein de choses à vivre, à lire, à entendre avec nous. Et puis voilà, une petite note très personnelle. Je m'en vais dans pas longtemps. La prochaine fois qu'on s'entendra, je serai de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis j'espère que vous serez nombreux. Ciao Tristan, ciao Camille. Ciao et bon voyage. Eh ben merci, bon voyage comme on dit. Et puis encore une fois aussi, merci à Ben, je l'ai dit déjà, mais pour les visuels, c'est très sympa de pouvoir, évidemment, bien sûr. pouvoir avoir en visu ce qu'on argumente, même si on dit toujours n'importe quoi. Si Tristan, un petit mot puisqu'on le demande à tout le monde. Ton pronostic quand même. Bah, je pense que les auditeurs l'ont senti. Je vois quand même les Rams gagner. Allez, parfait. Eh ben, tu vends les Rams. Moi, dans le podcast, j'ai dit les Rams. Hier, j'ai dit les Bengals. Aujourd'hui, je dis match nul. Allez, on se quitte sur ça. Ciao, ciao tout le monde.